Bonjour Chantal Épée. Bonjour Marlise. Je vous remercie de me recevoir dans votre intimité. Je vous en prie. Alors, comme convenu, nous allons parler de votre recueil Éclat d'âme. Oui. La première question qui me vient à l'idée, pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous ouvrir des fenêtres sur votre intimité dans ce recueil? Vous parlez de la deuxième partie du recueil qui s'appelle Moulema, moi, mes fenêtres sur l'intime. Pourquoi j'ai choisi d'ouvrir d'entrebâiller des fenêtres sur l'intimité? Parce que je pense que ça parle de choses personnelles et de relations personnelles sans être impudique, tout au moins je l'espère. Pourquoi je l'ai fait? D'abord égoïstement, pour parler à des gens que j'aime, pour leur dire ce qu'ils représentent pour moi, pour leur laisser un témoignage qui me survivra au cas où j'étais appelée à traverser la rive avant eux. Et aussi pour les générations d'après, pour qu'ils sachent qui étaient ces personnes. C'est un peu un témoignage de gens qui ont marqué ma vie. Et c'est aussi il s'agit aussi de situations qui ne sont pas un message à quelqu'un, mais qui témoignent de situations vécues, parce que ce sont des situations qui peuvent prétendre à une forme d'universalité, dans la mesure où les sentiments explorés sont des sentiments qui existent dans tous les espaces. Justement, dans la deuxième partie du recueil, comme vous le disiez, vous assumez parfaitement le fait de dévoiler, en tout cas, une partie de votre intimité. Oui. Pourtant, lorsqu'on lit Biala, qui est la première partie de votre recueil, on se demande si vous ne vous dévoilez pas dans cette partie-là aussi. Oui, je pense que je me dévoile, tout au moins je dévoile ma sensibilité au monde et aux choses. Maintenant, est-ce que je parle de moi? Est-ce que c'est réellement important? Je parle de situations ou de sentiments qui peuvent être éprouvés par n'importe quel être et surtout n'importe quelle femme. Et je parle de situations qui me touchent, qui m'ont effleurée ou que j'ai imaginées. Et oui, je pense que par détour, je dévoile au moins mon regard sur le monde et sur les choses. Mais je ne suis pas partisane du striptease de l'intime ou du striptease de l'émotion. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. En parcourant justement le recueil, j'ai eu l'impression que le ton du recueil était mélancolique. Est-ce que c'était voulu? Je ne pense pas que ça a été voulu. Si je devais me définir d'une certaine manière, encore que le mot définir n'est pas approprié, si je devais parler d'une de mes facettes, je dirais que je suis une mélancolique profondément joyeuse. Donc, le fait que le ton soit mélancolique n'est pas surprenant, ou apparaisse mélancolique n'est pas surprenant. Il se trouve que la vie m'a davantage visité du côté de ces mélancolies que de ces joies. Et si je dis que je suis une mélancolique profondément joyeuse, c'est parce que la joie, c'est quelque chose que je cultive. Donc, j'ai choisi de mettre de la joie dans une vie qui me proposait la mélancolie comme vêtement d'existence. Et donc, il n'est pas surprenant que le recueil ait cette tonalité. Ce n'est pas le recueil d'une personne triste, mais c'est le recueil d'une personne profondément en empathie avec les situations douloureuses de l'existence et d'une personne aussi qui a été, plus qu'à son tour, effleurée par des moments douloureux. Donc, elle les raconte ou les transpose d'une certaine manière. Mais j'espère que la mélancolie que vous avez sentie n'est pas une mélancolie qui accable. J'espère que c'est une douce mélancolie. Tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas que la mélancolie qui est ressentie, parce qu'au travers de ce recueil, plusieurs de vos poèmes sont des hommages à des musiciens. Et un en particulier dit merci à la musique.
ça montre à quel point la musique a une grande importance dans votre vie. Tout n'est pas mélancolie. Non. Et puis ça parle beaucoup d'amour aussi, d'accords, des amours des fêtes quelquefois, mais aussi des amours fantastiques. La musique, pour répondre à votre question, j'ai tendance à digresser un peu. La musique est l'une de mes meilleures amies. C'est l'une des amies les plus proches qui existent parce que j'entre en dialogue avec elle. Elle me prête des mots que je ne sais pas ou ne veux pas dire. Et la musique, c'est une amie qui ne répète pas des choses qu'on lui confie, des émotions qu'on lui confie. La musique a fait partie de... Elle est depuis l'aube de mon existence, elle est là. J'ai eu une mère qui chantait beaucoup quand j'étais enfant. Elle a dû me contaminer aussi parce que je me suis mise à chanter beaucoup. Et le chant est devenu l'une des expressions les plus intimes de mes joies comme de mes peines. La musique, elle m'est vraiment vitale. Elle m'est vitale et étrangement, même le silence pour moi est musique. J'entends la musique dans le silence. Quand c'est cette mélodie-là qui correspond au moment que je vis, elle m'est essentielle, elle m'est essentielle. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui créent la musique. Parfois, leurs musiques sont plus belles qu'eux, mais pour ce qu'ils offrent, je leur dis merci. Ah, et vous disiez que je rendais hommage à des musiciens particuliers. Ah oui, j'ai envie de dire qui c'est. Il y a John Coltrane qui est un musicien extraordinaire, qui est un compagnon. En fait, sa musique, tout au moins, elle m'accompagne quand j'écris, ou pour rien, mais quand j'écris, quand j'ai besoin d'entendre de la musique, quand j'écris, je commence par lui. Et après, j'écoute ce que son saxophone a à me dire. J'ai d'ailleurs écrit un poème qui s'appelle Saxo, parce que parfois, son saxophone m'a relevé. Marvin Gaye, parce que c'est Marvin, quoi. Il a une voix qui... Je dis, it was a soul lifter to me. Il a été beaucoup pour moi. Et puis Chet Baker, c'est une voix dont la douceur vous enlace l'âme, dont la douceur vous répare intérieurement. Et il est curieux de se rendre compte et même triste de se rendre compte que cette vie a été fracassée alors que sa voix faisait autant de bien. Marvin Gaye aussi d'ailleurs. C'est étrange, hein, que les créateurs soient souvent pris dans d'infernaux paradis qui les détruisent. Et pourtant, ils nous proposent tant de bonheur. On aimerait qu'ils aient été aussi heureux que ceux qui nous ont permis d'être, mais on ne peut pas réécrire leur histoire. Effectivement. Toujours dans votre recueil Éclat d'âme, votre poème intitulé « Repose-toi, mon amour » Oui. est-il une invitation adressée aux hommes à être eux-mêmes dans l'intimité, ou est-ce que pour vous, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse, en tout cas eux en particulier, à être des super-héros au quotidien? Si ce poème est un appel, parce qu'il n'a pas été vécu forcément comme un appel, enfin ce n'était pas nécessairement intentionnel, mais s'il devait être un appel, je pense qu'il serait un appel aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est-à-dire demander aux hommes dans l'intime, en tout cas la femme que je suis, c'est ce qu'elle demande, d'être simplement soi, d'oser montrer sa faiblesse et d'avoir conscience que quand on a une compagne dans une relation saine, mais c'est une personne sur l'épaule de laquelle on peut reposer sa tête quand on est fatigué. Et dans un couple, il est bien que quand l'un tombe, l'autre le relève et inversement. Donc, la société qui veut structurer le masculin à être dans une virilité exacerbée, dans une expression de force permanente, c'est une société qui les déstructure à l'intérieur, parce que si un homme ne devait jamais pleurer, je ne vois pas pourquoi il aurait été conçu avec des larmes. Il faut bien qu'elles sortent. Et si c'était un appel aux femmes, ce serait un appel aussi à leur dire, à nous dire, de laisser les hommes être autre chose que des espèces de murs
ou de murailles de force. Ce sont des êtres de chair et de sang, des êtres qui ont des émotions. Et il faut que l'on arrête, quand on est mère, de dire à un garçon ne pleure pas. Un garçon pleure s'il a du chagrin. Et après, il apprend à dominer ses émotions pour ne peut-être pas se rouler par terre sur la chaussée. Mais il est important d'avoir des espaces pour exprimer sa douleur, pour exprimer sa lassitude. Est-ce qu'il y a une place plus appropriée que dans les bras de la femme qu'on aime? Je ne pense pas. Merci pour votre brillante réponse. Justement, dans l'un de vos poèmes intitulé « Ouvrir l'infini », oui. Celui-ci rend hommage à un homme, mais pas n'importe lequel, à votre père. The first one. N'est-ce pas? N'est-il pas aussi un encouragement à la paternité, ou tout au moins au rôle que doivent jouer les pères? Il n'a pas été pensé comme un encouragement à la paternité, il a été pensé comme un chant d'amour pour mon père, pour mon papa. Il est aussi un témoignage d'une relation que je trouve très belle, par-delà ses imperfections, puisque nous sommes deux êtres imparfaits dans une relation idéale. Et pour essayer de répondre à votre question, je dirais que sans avoir nécessairement eu l'intention de le faire, dans la mesure où ce poème est comme c'est un hommage à mon père, donc la personne concernée en premier, c'est mon père. En l'écrivant, j'avais envie de lui dire, voici ce que ton amour a construit. Tu es ma rampe de lancement vers la femme que je suis. Peut-être n'en as-tu pas eu conscience, mais c'est ce que tu as fait. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui m'a dit très tôt dans l'existence que j'étais une personne exceptionnelle, que j'étais une personne brillante, que j'étais une personne magnifique, etc. Donc quand les ruisseaux ou les torrents de boue de l'existence sont venus pour tenter de me submerger, le regard de mon père et de ma mère ont été des phares dans les nuits de l'existence pour permettre que je continue d'être. Et puis un jour, cette boue a reflué et comme un sphinx, je suis devenue moi. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un homme qui m'a ouvert l'infini parce qu'il m'a dit que je pouvais tout faire si je travaillais, si j'étais... Mon père, il disait souvent, la foi et le travail apportent le succès. Ça, c'est son... Et il ne se contentait pas de le dire. Pendant qu'il parlait, il écrivait, il mettait plus foi, plus travail égale succès. Il nous a toujours dit qu'on pouvait arriver à tout si on se donnait la peine, si on travaillait. Et il me disait, ma fille, tu es suffisamment intelligente pour, etc. Donc, quand après, d'autres voulaient me dire que je ne l'étais pas, ben non, je ne les croyais pas. Ou alors, je les croyais le temps de me reprendre et de me dire mais non, ce n'est pas vrai. Donc c'est important le regard que les parents portent sur les enfants et c'est important de dire aux enfants qu'ils ont de la valeur, que les possibles leur sont ouverts et que un échec apparent n'est qu'une station de correspondance vers un succès futur. L'échec, ce n'est pas la fin de l'histoire. Cet homme-là a participé pour moitié à mes fondations et je lui en suis profondément reconnaissante. Et je l'aime infiniment. Vous avez traité le sujet de la violence conjugale au travers d'un de vos poèmes qui s'intitule « Brûlure ». Qu'est-ce qui vous a incité à l'écrire? Brûlure, c'est un poème qui parle de la violence conjugale, mais pas uniquement de la violence, enfin, pas uniquement la violence conjugale dans son acception brutalité physique. Ici, la brutalité physique est quelque chose qui est l'acte de trop, qui réveille la personne dont il est question dans le poème. Le poème, me semble-t-il, parle de la violence dans l'intime, dans le couple,
la violence qui fait qu'un homme, parce que dans le cas d'espèce, c'est une femme qui est maltraitée, devient un manipulateur de l'émotion de l'autre, devient quelqu'un qui rabaisse l'autre pour asseoir son pouvoir, devient quelqu'un qui nie l'autre dans son être profond pour en faire une chose à sa botte. Et ce qu'il y a de tragique et de douloureux, c'est que cette femme-là, elle raconte qu'elle a tout accepté parce qu'elle avait le sentiment qu'elle était celle qui avait fait que l'homme qu'elle avait aimé au début était différent. Donc elle faisait tout pour retrouver un homme qui avait peut-être été une contrefaçon de ce qu'il était en réalité. Et au moment où il y a la transgression suprême, c'est-à-dire la gifle qui part, le coup, cette brûlure à la joue, les écailles tombent de ses yeux et elle sort d'une situation qui était une situation toxique. Donc, brûlures, ce n'est pas simplement la brûlure sur la joue, ce sont les consomptions de l'âme, ce sont les brûlures intérieures, ce sont les mots qui brûlent, qui consument, qui détruisent à petit feu. C'est l'acide qui sort de la bouche de quelqu'un qu'on aime et qui font qu'on se dissout. La personne que l'on est se dissout, on devient une espèce de chose dépendante. J'ai connu des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. Il y en a une qui est peut-être en filigrane, qui est morte avant que le poème soit écrit. Il y en a une autre qui est morte après, comme j'aurais souhaité qu'elle soit sortie du cauchemar avant. Alors, pour conclure notre entretien, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce recueil Éclat d'âme? Qu'on retienne du... Oh, j'aimerais que ceux qui le lisent fassent un joli voyage émotionnel. J'aimerais qu'ils puissent trouver des espaces cathartiques quand ils sont dans la douleur. J'aimerais que quelqu'un ou plusieurs personnes puissent trouver une consolation, un encouragement, que quelqu'un qui est dans une situation de deuil peut-être puisse avoir conscience que d'autres ont cheminé là avant eux et sont toujours là. Le poème s'appelle Éclat d'âme, le recueil s'appelle Éclat d'âme parce que pour moi ce sont à la fois c'est des mots éclatés comme ça, des mots qui traitent de plusieurs sujets depuis différents aspects, mais c'est aussi, j'espère, comme l'éclat du diamant, hein, qui éclaire un petit peu, qui éclaire une tristesse, voilà. Et puis pourquoi pas que des gens aient envie de dire je t'aime, qu'ils aient envie de dire aux personnes tant qu'elle est encore là qu'elle compte. Tout le monde n'a pas la facilité d'écrire, mais peut-être quelqu'un le dira en faisant un mukon mwangondo ou un ragoût, hein, pour ceux qui mangent du ragoût, mais quelqu'un va témoigner de l'affection, quelqu'un va témoigner de la considération à l'autre. Et peut-être que les entrebâillements sur mes blessures intimes, peut-être, ou des blessures universelles derrière lesquelles je dis je, feront prendre conscience à une personne ou deux que les mots peuvent être des îles ou des mots peuvent être de l'acide. C'est un choix. Merci Chantal Epée. Merci à vous, Marie-Lise.